les autorités, le domicile de Michael a été perquisitionné. Michael a même dénoncé avoir été humilié, mais qu'il restait cependant prêt à tout pour prouver son innocence. La police de Los Angeles m'a dit que leur mandat d'arrêt leur permettait de voir et de photographier mon corps, y compris mon pénis, mes fesses, mon torse, mes cuisses. C'était l'épreuve la plus humiliante de ma vie. Une épreuve que personne ne devrait subir, un vrai cauchemar, mais si c'est ce que je dois endurer pour prouver mon innocence totale. Qu'il en soit ainsi. Tout au long de ma vie, j'ai seulement tenté d'aider des milliers et des milliers d'enfants à vivre une vie heureuse. L'enquête du FBI à propos de ces présumées pratiques perverses a au total duré 12 ans. Ils ont tout fouillé, à la fois les fichiers de son ordi, mais tout ce qui était aussi possible de fouiller chez lui. Mais au final, Michael est ressorti innocent aux yeux de la justice. Jordan a depuis cette affaire totalement disparu des radars. Pas mal de rumeurs circulent selon lesquelles il aurait finalement confirmé avoir menti en étant forcé par son père. Des rumeurs qui ont été relayées dans pas mal de médias à travers le monde, mais la déclaration officielle de Jordan reste introuvable, donc officiellement c'est juste un grand silence radio. Mais il y en a bien une dans cette affaire qui a confirmé avoir menti, qui a confirmé que Michael était finalement innocent. Sa sœur, LaToya Jackson. Oui, toujours la même sœur. Elle affirme que son ancien témoignage avait été fait sous la contrainte, qu'elle avait été forcée. Il me disait que si je ne répétais pas exactement ce qu'il voulait, il tuerait mon frère. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Forcée par celui qui était son mari au moment de cette affaire, un certain Jack Gordon. Jack Gordon vous a forcé à dire que votre frère était un Mais vous, est-ce que vous pensez qu'il l'était? Non, je sais qu'il ne l'est pas, et la justice l'a prouvé. Michael est innocent. Il a installé une si grande peur en moi. Il me répétait constamment que j'avais intérêt de l'écouter, ou sinon mon frère allait mourir. Il me disait, il faut que tu dises ça, ou sinon il meurt. Et je savais qu'il disait vrai, parce que je connaissais toutes ces magouilles avec la mafia, et parce que j'ai vu certaines choses. Donc cette affaire commence à devenir vraiment très spéciale. En plus de ce dentiste très bizarre, il y aurait un autre homme très bizarre qui aurait obligé sa femme à faire un faux témoignage contre son frère. Son frère qui est bien sûr Michael, la superstar. Forcément, ça donne envie de se pencher sur qui est vraiment cet homme, ce qui devrait nous en dire un peu plus sur les personnes qui en avaient contre Michael Jackson. Et alors là, accrochez-vous bien, parce que ça va surtout dépeindre tout un monde très sombre, presque souterrain, qui existe pourtant derrière toutes les strass et paillettes d'Hollywood. On entre dans les abysses, les profondeurs, les faces cachées. Jordan Chandler, donc l'enfant au cœur de la plainte, a rencontré Michael quand il était avec sa mère et son beau-père. Son amitié avec Michael a été très bien vue par ces derniers, mais c'était beaucoup plus ambigu en ce qui concerne le père biologique de Jordan, un certain Evan Chandler. Cet homme, qu'on peut vite percevoir comme un héros qui a sauvé son fils des griffes de Michael, est un dentiste qui rêvait de devenir scénariste. Quand il a appris que son fils était ami avec Michael Jackson, il y a tout d'abord vu une opportunité de concrétiser son rêve. Evan est parti à la rencontre de Michael pour lui demander s'il pouvait lui financer son projet de film. Sauf que la star n'a pas été emballée par le projet et a refusé. Nope. C'est dans ce contexte qu'Evan Chandler a commencé à voir d'un très mauvais œil l'amitié entre son fils et la célébrité. Et c'est finalement en pleine opération dentaire sur son fils, on rappelle qu'il est dentiste, que le petit Jordan lui a fait tous ses aveux sur la face cachée de Michael Jackson. Sauf que l'enfant était à ce moment-là sous une substance très spéciale. Selon la version du dentiste, en lui arrachant une dent, il lui a administré un anesthésiant très controversé dans le domaine médical, de l'amytal de sodium.
une substance qu'il qualifiait de sérum de vérité. Mais ce nom est utilisé à tort parce que c'est loin d'être un sérum de vérité, bien au contraire. Cette substance qu'il a donnée à son fils agit sur le système nerveux central et peut entraîner des sortes d'états hypnotiques qui impactent la mémoire, ce qui peut finalement amener une personne à dire ou faire des choses qu'elle n'aurait pas faites en temps normal. Des études ont même démontré que cette substance pouvait créer de faux souvenirs. Cette substance, utilisée à mauvais escient, a dangereusement de quoi faire penser à du contrôle mental. Ce dentiste était justement très intéressé par tout ce qui est contrôle sur le mental des personnes. Il avait une obsession tordue pour toutes les substances que lui offrait son métier de dentiste. Il était passionné par les effets qu'elles pouvaient avoir sur les femmes notamment, comme le fait que ça pouvait par exemple endormir certaines patientes. Et oui, c'est horrible, mais l'une de ses patientes l'a accusé d'avoir abusé d'elle pendant une séance dentaire après l'avoir mise sous état d'inconscience. Même si cette plainte a été placée sans suite, le dentiste a bel et bien été sanctionné pour des utilisations non appropriées de certaines substances sur des patients. Oui, le père de Jordan était un homme très particulier. Son fils a fini par réclamer et obtenir devant la justice une ordonnance restrictive contre lui. Il l'accusait entre autres de l'avoir agressé avec un haltère de sport. Le beau-père de Jordan, cette fois, donc le mari de sa mère, qui connaissait les tendances perverses d'Evan Chandler, avait l'intime conviction que quelque chose n'allait pas dans l'affaire Michael Jackson. C'est alors qu'il a appelé monsieur Evan Chandler et a enregistré et dévoilé Jackson. C'est alors qu'il a appelé monsieur Evan Chandler et a enregistré et dévoilé cet appel. This man is going to be humiliated beyond belief. He will not believe what's going to happen. Beyond worst nightmares. If I go through with this, I win big time. I will get everything I want. It will be over. And does that help, Jordan? It's irrelevant to me. Au vu du profil psychologique du père de la présumée victime, on a de quoi se demander dans quelle mesure il a influencé cette plainte. Quand j'ai enfin quitté leur groupe, je n'ai jamais vu autant d'agents du FBI. Ils voulaient tous échanger avec moi. Jack Gordon, donc le monsieur qui aurait forcé sa femme à faire des témoignages contre Michael, est un businessman et manager de célébrités très influent. Il a changé de nom de nombreuses fois au cours de sa vie. À chacune de ses identités, il ne changeait pas seulement de nom, il changeait aussi de lieu de naissance. Ce qui rend son passé si flou qu'on a du mal à savoir d'où il vient vraiment, d'où vient sa richesse qui lui a permis de s'insérer à un poste aussi stratégique dans l'industrie hollywoodienne. Son histoire est si intrigante qu'il y a beaucoup de rumeurs selon lesquelles il était en fait relié à une puissance étrangère. Un peu comme ce couple que vous connaissez sûrement, des personnages qui vont bientôt arriver dans notre histoire. On avance tout doucement. Jack Gordon, c'est bel et bien confirmé par des enquêtes du FBI, était en lien avec une des mafias les plus influentes des États-Unis. Cette mafia, venue d'Italie, s'est installée un peu partout aux États-Unis, dont bien sûr à Hollywood. Elle est historiquement spécialisée dans le racket, dans l'industrie de films pour adultes et dans les trafics en tout genre. Ils sont aussi en lien avec de nombreux patrons de boîtes de nuit et liés à des blanchissements d'argent via des maisons de disques. Jack Gordon, en plus de ses relations peu recommandables avec cette mafia, est aussi impliqué dans des événements plus grand public, liés à la politique entre autres, puisqu'il était venu à la rescousse du président Bill Clinton, alors que ce dernier était au cœur d'une plainte pour harcèlement à caractère. Jack Gordon est venu affirmer que la plaignante lui avait confié qu'elle mentait. LaToya Jackson affirme qu'en plus d'agir en lien avec cette mafia, je connaissais son passé, je découvrais chaque fois de nouveaux dossiers, il était associé à des mafieux, je voulais absolument protéger Michael de tout ça.
Jack Gordon était envers elle surtout très abusif. Elle affirme qu'il l'a coupée de tous ses contacts avec sa famille, qu'il l'a piégée et complètement manipulée pendant des années. J'étais dans une relation complètement abusive. Il me contrôlait complètement. Il contrôlait tout ce que je faisais. Jack Gordon serait donc à travers ce portrait un mari manager très influent qui se trouve être complètement abusif. Et selon le frère de Michael, Jermaine Jackson, c'est sur ce point précis que Michael a commencé à avoir des problèmes avec certaines élites. Quand vous avez quelqu'un qui écrit des musiques pour faire en sorte que la planète se porte mieux, pour que les gens se traitent d'une meilleure manière, il y a certaines personnes que ça énerve, certaines personnes qui ne voulaient pas de tout le bien qu'il créait. Il y a des gens très laids là-dedans. Michael voulait à travers sa musique aider le monde à être plus humain, à retrouver comme lui son âme d'enfant, le goût de l'entraide, de l'amour de son prochain. Michael voulait faire passer des messages profonds à travers sa musique. Il était convaincu que ça pouvait faire une différence et rendre notre monde plus harmonieux. Pendant mes concerts, quand tous les gens se donnent la main, peu importe leur couleur de peau, leur origine, je trouve ça merveilleux. Il voulait raviver l'humanité qui se perd dans les pays en guerre. She innocently questioned why her father had died. She asked the man in blue, how is it that you get to choose? Who will live and who will die? Did God say that you could decide? You said he didn't run, and then my daddy had no gun. Au début des années 90, il avait aussi écrit un poème dans lequel il disait prier pour les Palestiniens. Un poème très puissant puisqu'il écrivait qu'il allait mourir pour eux et que Dieu était avec eux. Il n'a jamais publié ce poème. Au vu du timing, c'est très probablement dû à l'affaire Chandler qui lui est tombée dessus et qui l'a beaucoup affecté à ce moment précis. À cette même période, pour la cérémonie des Oscars, le roi de la pop apparaissait main dans la main avec la reine de la pop, Madonna. Si Madonna affirme qu'ils ont passé un moment très chaleureux ensemble à la fin de cette soirée, Vous vous êtes embrassés? Bien sûr que oui. Qui a fait le premier pas? C'est moi. Si vous voulez tout savoir, il était un peu timide. il a aussi été rapporté que pendant leur rendez-vous au restaurant, Michael aurait proposé à Madonna un date à Disneyland, un date que la chanteuse a refusé. Elle voulait quant à elle l'emmener dans un bar à striptease. Cette vision très différente de la vie a précipité la fin de leur amitié, voire de leur idylle naissante. Nous sommes sortis quelques fois ensemble, mais pour une raison ou pour une autre, on s'est perdu de vue. Leur relation nous montre surtout le contraste entre celle qui adhère aux valeurs prônées dans cette industrie, qui est ok avec toutes les règles qu'ils imposent tant que ça peut la faire monter en popularité, et celui qui est attaché à des valeurs beaucoup plus profondes et qui souhaite œuvrer pour le bien de l'humanité. Madonna et Michael se sont quand même mis à fréquenter les mêmes soirées organisées par un producteur. Un producteur qui se présentait comme faisant les meilleures soirées de Los Angeles, un certain P. Diddy, qui organisait des soirées ayant tendance à dégénérer. Comme pour toutes les célébrités qui ont été aperçues aux soirées de Diddy, il est pour l'instant difficile de savoir lesquelles ont été impliquées dans les sombres after-parties du producteur. Mais le simple fait de voir Michael à une soirée est très surprenant. Comme on a pu le voir, il était un peu dans son monde, pas du tout fêtard. Il a même toujours refusé de fêter son propre anniversaire. Il ne voulait même pas qu'on connaisse la date de son anniversaire, parce qu'il avait peur qu'on lui organise une fête surprise ou quelque chose de ce style.
Ils n'avaient clairement pas grand-chose en commun avec les valeurs prônées dans ce genre de soirée, donc l'hypermatérialisme, la débauche et la déconnexion du monde réel. Selon P. Diddy, Michael ne venait pas là-bas pour retrouver Madonna, mais il en avait surtout après une autre invitée en particulier, Beyoncé. Quand il s'est penché vers moi sur la photo, il m'a dit « Où est Beyoncé ?» J'y croyais pas, j'ai cru que j'avais mal entendu, et il m'a redit « Oui, je veux savoir où est Beyoncé ?» Je lui ai dit « Ok, bah, elle doit être sur la piste de danse. » On ne sait pas concrètement pourquoi il en avait après Beyoncé. Il n'en fallait en tout cas pas plus pour que certains médias estiment que Michael voulait draguer Beyoncé. Mais la vraie raison était sûrement bien différente, voire même beaucoup plus sombre, et c'est ce qu'on va voir en toute fin de vidéo. Michael était loin d'être dupe, et en fréquentant ces soirées, il semble avoir compris qu'il s'y passait quelque chose de louche. C'est en tout cas ce que laisse supposer l'une de ses anciennes interviews. Alors qu'on lui demandait en interview si c'était un prédateur, Michael répondait qu'on ferait mieux de regarder dans la maison d'à côté. Si vous parlez de... Vous faites erreur, c'est un truc de cinglé. Allez jeter un coup d'œil chez le monsieur au bout de la rue, ça ne concerne pas Michael Jackson. Notez que cette interview a été faite à Los Angeles, donc dans une ville où finalement il y avait une maison avec plus de 1000 bouteilles d'huile pour bébé. La maison de Diddy bien sûr, une maison dont faisait peut-être ici allusion Michael. Je ne leur ferai jamais quoi que ce soit. Je ne vois que de l'innocence et de la pureté, c'est la seule chose qu'il y a dans mon cœur quand je vois un enfant. Au même moment, dans les mêmes sphères du show business des années 90, un couple commençait à s'introduire. Ce couple a le même goût que Diddy pour les mineurs, mais de manière encore plus glauque, puisque cette fois tout se passe sur une île secrète. Une île où plusieurs victimes ont même tenté de s'échapper à la nage. Une île où se rendait, selon plusieurs témoignages, à plusieurs reprises, Bill Clinton. Vous savez, le monsieur que Jack Gordon est venu défendre quand il était accusé d'avoir des comportements très inappropriés. Tout commence à faire sens, tout est connecté, les détraqués sont bien réels dans le show business, mais ce ne sont pas les personnes qu'on pointe du doigt. Ce soir, c'est de croire en ce que Dieu dit à propos des enfants. Il dit qu'il faut les laisser venir à lui, car ils sont identiques au royaume des cieux. En aucun cas je ne me prends pour Dieu, mais j'essaie d'être divin dans mon cœur. J'essaie d'imiter Jésus, je ne dis pas que je suis Jésus, mais je l'imite quand il dit qu'il faut être comme des enfants, d'être aussi pur qu'eux. C'est le monde d'aujourd'hui qui est complètement malade et dément. Il regarde ce que faisait mon frère d'une mauvaise manière. Mais Michael n'a jamais fait de mal à qui que ce soit, et les médias le savent très bien. Mais ils ont prétendu le contraire parce que ça leur créait des gros titres. Ce couple aux sombres pratiques s'approchait aussi dangereusement de la monarchie anglaise. Les places du Buckingham Palace leur étaient ouvertes et selon Maria Fermer, l'une des victimes et plaignante face à ce couple, ils avaient un jeu profondément mauvais, qu'ils trouvaient pourtant très amusant, faire pleurer la princesse Diana. Il lui arrivait de pleurer et je la consolais. Il usait en fait de tous les stratagèmes pour l'harceler. C'est surtout Ghislaine, donc la femme, qui avait une haine viscérale contre la princesse. Dans les contacts de ce couple, ça vient tout juste d'être confirmé, on retrouvait aussi Michael Jackson. Ce duo pervers spécialisé dans le racket et les abus tentait donc visiblement de mettre la main sur Michael Jackson. Peut-être pour tenter de le piéger, puisque c'était la spécialité de ce couple. Leur mode opératoire le plus crédible à ce jour était de mettre la main sur des personnes influentes.
de les piéger en les filmant dans des situations très compromettantes pour ensuite leur faire du chantage, leur soutirer de l'argent et pouvoir les contrôler. Mais via sa correspondance avec Lady Diana, Michael avait très probablement un coup d'avance. Il savait à quel point ce couple était dangereux, à quel point il fallait s'en éloigner, ce qui a finalement fait de Michael Jackson une personne influente sur laquelle il n'y avait aucun moyen de faire pression en coulisses. En 1997, Michael, pour la première fois, confiait qu'il commençait à être terrifié, à comprendre à quel point prôner le bien peut être dangereux dans les hautes sphères. J'ai dit qu'une nouvelle mort allait arriver. Je sens qu'il y en a une nouvelle qui arrive, il y en a une autre qui va arriver. Et oui, en 1997, l'une de ses plus grandes amies venait de nous quitter brutalement à 36 ans. Madame, monsieur, bonjour. La princesse de Galles, Lady Di, est morte cette nuit à Paris dans un accident de voiture. Elle se trouvait avec son ami, le milliardaire saoudien Quand j'ai appris la nouvelle, je me suis écroulé par terre et j'ai commencé à pleurer. I think the biggest disease this world suffers from in this day and age is the disease of people feeling unloved. And I know that I can give. Le chagrin que j'ai ressenti était immense, c'était une douleur dans l'estomac, dans la poitrine. J'ai dit que je ne pouvais pas affronter ça, c'était trop. Je n'ai pas envie de le dire, mais j'en ai déjà parlé plus tôt. J'ai dit qu'une nouvelle mort allait arriver. Je sens qu'il y en a une nouvelle qui arrive, il y en a une autre qui va arriver. Et je prie pour que ça ne soit pas moi. S'il vous plaît, faites que ça ne soit pas moi. Mais c'était au tour de Mère Teresa de nous quitter. Quand Michael expliquait se sentir en danger, And you thought it might be you? Yes. il ne croyait pas, si bien dire, parce que le danger était vraiment réel. Si la mort de Lady Diana peut paraître à première vue un peu lointaine au monde d'Hollywood et surtout assez crédible, dans les années autour de cette tragédie, les morts beaucoup plus suspectes se sont enchaînées à Hollywood. Toutes les personnes de leur réseau qui voulaient prôner de bonnes choses sont décédées les unes après les autres dans un temps presque record. Il y a trop d'argent par ici. Certains ont leur propre avion pendant que d'autres n'ont même pas de toit pour vivre. C'est stupide. And next question is... Vous pouvez être ruiné si vous avez des personnes cupides derrière vous. You're out in Hollywood, a lot of people come up missing. Michael aurait dû, lui aussi, nous quitter pendant cette période, tout juste 2 semaines après Alia. Il devait lui aussi nous quitter à cause d'un avion. Il avait un rendez-vous à l'endroit qui allait mettre en panique le monde entier. Mais miraculeusement, épuisé par un concert la veille, Michael a annulé son rendez-vous. C'est juste après avoir frôlé la mort qu'il a décidé de s'en prendre publiquement à Sony. Je ne suis pas censé vous dire ce que je vais vous dire maintenant, mais je vais vous mettre dans le secret. C'est une immense conspiration. Ils ont manipulé nos livres d'histoire. Nos livres d'histoire ne sont pas vrais, ce sont des mensonges. Il a ensuite été attaqué sur le seul terrain où une brèche avait déjà été ouverte grâce à l'affaire Chandler, sa relation avec les enfants. Cette fois, la famille plaignante affirmait avoir été séquestrée par Michael. Le chanteur risquait 25 ans de prison. Selon Michael et l'ensemble des Jackson, tout était faux. Ils ont dit que j'étais un... Ils ont dit que je voulais me blanchir la peau. Ils ont tout fait pour me mettre le public à dos.
Tout faisait partie du plan mis en action depuis bien longtemps pour l'empêcher de faire le bien autour de lui. Ça faisait partie d'une conspiration. Il voulait l'éloigner des projecteurs pour toujours, parce qu'il ne voulait pas de tout le bien qu'il faisait. C'était une si bonne âme. Ils ont tout fait pour mettre un doute sur ce que Michael faisait vraiment quand il emmenait ses enfants dans son parc. Ils ont tout fait pour détruire son image. Michael n'avait pas confiance en certains procureurs qu'il avait mis dans sa liste d'ennemis corrompus. Son frère, Jermaine Jackson, quant à lui, n'avait aucune confiance en tout le système juridique américain. Il confie bien plus tard qu'il a proposé pendant le procès à son frère de s'éclipser du pays. Nous serions allés au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite. Il vous aurait mis en prison pour le restant de vos jours. Il ne m'aurait pas attrapé. Il était déjà venu, et je me suis dit que ça serait un endroit merveilleux. Je voulais qu'il vienne et qu'il y reste pour être en paix. Mais Michael a refusé. Il voulait prouver son innocence. Il a préféré aller au bout du procès, où il a finalement été reconnu innocent. Mais toutes ces affaires ont forcément impacté sa santé. Il n'allait plus très bien. Il a commencé à tomber accro à certaines substances à la suite de sa toute première affaire, notamment des substances qui l'aidaient à dormir parce qu'il souffrait d'insomnie. Face à cette deuxième affaire, il se réfugiait encore plus dans les addictions. Malgré son innocence reconnue devant la justice, les médias ont continué à émettre des doutes et remettre la décision de la justice en question. Ce procès, c'était la parole d'un enfant contre celle d'une star. Les jurés ont préféré croire la star. Et ça ne se limite pas qu'à ça. Les médias ont continué à être de plus en plus violents envers lui. On le surnommait Jacko le Barjo. L'homme bizarre. On le comparait à Elephant Man. Des sacs avec des photos de sa tête déformés ont aussi été vendus. Lui qui n'avait qu'une idée en tête, offrir de la magie aux enfants, devenait la pire chose qu'il aurait pu imaginer. L'homme qui faisait peur aux enfants. Un tas de fake news ont été relayés sur lui, selon lesquels il mangerait des chatons, qu'il aurait acheté les os d'Elephant Man, qu'il dormirait avec une capsule oxygénée. Tout a été fait pour accentuer sa façon d'être présenté comme bizarre. On le surnommait aussi fréquemment le monstre, à cause de son apparence physique, le monstre qui s'attaque aux enfants et qui a comme seul ami un singe. Je suis fatigué de la façon dont la presse manipule tout. Ils ne vous disent pas la vérité, ils mentent. En 2009, Michael se reprenait petit à petit en main. Il était prêt à revenir sur le devant de la scène avec une nouvelle tournée. I love the tour. Il remontait surtout sur scène dans l'objectif de régler ses problèmes financiers puisqu'il n'a jamais été un grand fan des tournées qu'il trouvait trop épuisantes. I love the tour. You guys, I don't like it. I go through hell. I go through hell. Même s'il n'aimait pas du tout être en tournée, il était sincèrement heureux de retrouver son public, un public qui lui est resté fidèle malgré toutes ces années de presse négative. C'est donc dans ce contexte, contraint à faire une tournée contre son gré, profondément seul, apeuré, assez faible, mais malgré tout prêt à prendre un nouveau départ et même sa revanche en sachant précisément face à qui il devait faire face, que Michael a été séduit par le CV du chauffeur de son équipe de sécurité. Ce chauffeur s'appelle Fahim Mohamed. Michael a tout de suite eu une confiance absolue en cet homme. Il l'a promu au poste de responsable de sa sécurité. Donc à seulement 21 ans, ce novice dans le métier devenait responsable de la sécurité de la personne vivante la plus connue de la planète. Une célébrité qui se savait en grand danger. Michael savait qu'ils allaient le tuer. Il était effrayé. Effrayé pour sa vie.
Forcément, on a de quoi se demander ce qu'avait Fahim dans son CV pour avoir aussi rapidement la confiance de Michael. Eh bien dans son CV, on peut voir qu'il appartenait à l'un des groupes fréquentés par Malcolm X. Malcolm X est un homme qui est décédé en se battant pour ses idées et qui était en guerre ouverte contre les médias qu'il accusait de mentir en faisant passer les méchants pour des héros et les gentils pour les méchants. Une situation que Michael a lui-même vécue. Il y avait aussi sûrement une dimension spirituelle derrière ce choix. Je crois en la spiritualité, qu'il y a une force supérieure à nous, qui est Dieu. Je lis tous les livres, j'aime les étudier. Fahim se présentait comme étant accroché aux valeurs de l'islam. Il semblait être une personne digne de confiance à Hollywood, où toutes les célébrités se prétendent chrétiennes, mais où de la même manière que Justin Bieber, Michael semblait avoir compris qu'il n'y avait aucune vraie valeur chrétienne derrière eux. J'étais entouré de personnes chrétiennes très bizarres, et je me suis demandé si je voulais vraiment être chrétien finalement. J'étais si perdu. Michael se pensait donc en sécurité auprès de Fahim, un homme de valeur, un homme qui croit en Dieu et qui ne devrait donc pas être corrompu pour de l'argent. Mais quand on dit qu'à Hollywood, il ne faut faire confiance à personne, c'est qu'il faut vraiment faire confiance à personne, même pas au chauffeur, qui lui non plus n'a pas été amené ici par hasard. Michael ignorait très probablement les liens de ce fameux Fahim à un certain P. Diddy. Et oui, c'est en 2024 que le nom de Fahim Mohamed a été exposé au grand jour dans une des plaintes contre Diddy. Il n'est pas cité comme étant un agresseur comme un autre, mais comme étant l'homme de main de Diddy. C'est dans la plainte du producteur Lil Rod qui accusait Diddy de l'avoir agressé, dans une plainte très solide, remplie de preuves, qu'on retrouve Fahim décrit comme la personne qui fait disparaître toutes les personnes dont Diddy souhaite se débarrasser. Donc dans son grand manoir, au moment du drame, Michael se pensait protégé par l'homme de main de P. Diddy. Alors qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Est-ce que cet homme n'a pas forcé Michael, tout amaigri, à prendre toutes ces substances? Diddy a été interrogé lors d'une interview à propos de la mort de son prétendu ami Michael Jackson. Alors qu'il explique que cette disparition l'affecte beaucoup. Vous savez, c'est quelqu'un qui a changé ma vie et que j'aimerais pour toujours. Sa femme, Kim Porter, fait une tête assez révélatrice. Elle semblait avoir compris qu'il y avait quelque chose de louche dans cette histoire et elle n'adhérait plus aux mensonges de son mari. Elle n'adhérait plus à tout leur système. Pendant cette même interview, alors qu'une photo de Jay-Z et Diddy était exposée, Kim Porter a interrompu le discours de son mari en révélant sur le ton d'un humour glaçant quelque chose de très inquiétant. And we call that picture a secret society. All we ask is trust. Kim Porter est finalement décédée d'une étrange pneumonie à 47 ans. On peut donc se demander si elle n'a pas dû être éliminée parce qu'elle risquait de dévoiler certaines choses. Si, tout comme la Toya, elle n'était pas bloquée de force dans un système mafieux, et si tout comme Michael, elle n'avait pas tout compris à leur système et était devenue une vraie menace. Parce qu'elle aurait finalement compris la face cachée du show business. Le monde très obscur, souterrain presque parallèle, que beaucoup de personnes qui gravitent autour de cette industrie n'arrivent pas à percevoir, mais qui existe pourtant bel et bien. Ben, this is an evil man. Very, very evil. So all of this time
Comprenez bien que pendant tout ce temps, ils ont tout inversé. Tout ce qu'ils ont montré est fait en sorte que vous pensiez que ce sont des bonnes personnes, qu'ils vous disent la vérité. Vous savez, c'est quelqu'un qui a changé ma vie et que j'aimerais pour toujours. J'aimerais vous interroger, si vous me le permettez, sur la mort tragique de votre grand ami, Monsieur Biggie. Vous savez, j'ai décidé que j'arrêterai d'en parler. Ça appartient au passé. J'en ai déjà beaucoup parlé. Vous savez que je l'aime, il me manque, c'était l'un de mes meilleurs amis, c'est tragique. Mais est-ce que vous avez une idée de qui l'a tué? Et avez-vous une idée de qui a tué Tupac? Je suis attristé pour mon ami et pour Tupac. Maintenant, levez vos mains en l'air. Pour Princesse Diana. Lady Diana, qui a eu le droit elle aussi à un hommage de Diddy, n'aurait pas été une grande fan de ces pratiques. C'est même ce qui aurait précipité sa mort. C'est ce qu'a dévoilé le collectif des Anonymous. Anonymous, c'est en fait un groupe de personnes anonymes justement connues pour pirater notamment les sites des grands groupes ou du gouvernement dans l'objectif de se battre notamment pour les droits de la population ou encore pour la liberté d'expression. Le groupe de cyberactivistes le plus connu de la planète a en effet dévoilé en 2020, à la suite d'une importante fuite de données concernant l'affaire du monsieur qui a son île secrète, que la princesse s'est faite assassiner parce qu'elle allait révéler la présence de leur réseau secret. Dans leur liste de personnes ayant mis la main sur ce même secret, on retrouvait aussi l'acteur Paul Walker, le DJ Avicii et le chanteur Chris Cornell. Dans la même année, ce collectif a mis la main et dévoilé un appel exclusif de Michael Jackson. Un appel terrifiant qui serait a priori son tout dernier appel. La que dio a conocer Anonymous de Michael Jackson diciendo me pueden matar y temiendo pues claramente por su. Je vous mets l'audio dans sa version originale pour que vous puissiez entendre la voix du chanteur qui avait l'air totalement terrifié. I don't know if I should tell you this, but I don't know who may be listening. There may be a group of people that want to get rid of me. They don't want me here anymore. I don't understand. What do you mean? Talk to me. I don't know what's going to happen, but I just feel in my soul, only God knows. They could send me. They could frame me and sing hello. And you do a lot of things. Who could do this? I don't even care my life anymore. I just want my children to be okay. No angels. Oui, cet appel est terrifiant. Et au vu de toute son histoire, il semble faire totalement sens. Au vu de ce qui s'est passé ensuite, il nous prouve surtout que Michael n'était pas parano. Eux ont évité de mentionner cet audio. Alors est-ce que c'est parce qu'ils estiment que les Anonymous ne sont pas une source suffisamment fiable, ou est-ce que c'est parce qu'au contraire, ils veulent cacher la vérité et sont toujours dans la même mission de détruire Michael Jackson? Je vous laisse vous faire votre propre avis. D'ailleurs, si vous avez vu la vidéo sur Marilyn Monroe, vous savez sûrement qu'elle voulait s'éclipser en Amérique latine quand elle a découvert ce qui se passait vraiment autour d'elle. Vous vous rappelez aussi de ces étranges lettres authentifiées qui n'ont jamais elles aussi été relayées par nos médias mainstream.
En 2019, alors que les dossiers secrets tombent enfin, que tous les agissements du couple auquel Lady Diana aurait tenté de se révolter sont dévoilés, la chaîne HBO, soutenue par Oprah Winfrey, a préféré faire un documentaire non pas sur ce couple et sur tout le dossier très solide qu'il y a autour, mais sur Michael Jackson, avec de nouvelles présumées victimes qu'il aurait agressées dans son parc. Au vu de la longue enquête du FBI, qui a duré au total 12 ans et qui n'a rien donné, enquête dans laquelle ils ont vérifié tous ces fichiers d'ordinateur, là où les nouvelles présumées victimes affirment que Michael leur faisait regarder des vidéos non appropriées, on a de quoi s'interroger sur la fiabilité de ces témoignages, de quoi se demander pourquoi ces personnes ont attendu 10 ans après la mort de Michael pour enfin sortir du silence. Ça semble être une énième tentative de ternir l'image de Michael. C'est en tout cas ce que pense sa famille. Et surtout, au vu du timing, on a de quoi se demander pourquoi ils ont attendu ce moment précis. Est-ce que ça ne serait pas une distraction de dernier recours face aux vrais dossiers qui sont cette fois prouvés par le FBI qui éclate? Et cette distraction, malheureusement, fonctionne, puisque ce documentaire a été diffusé à une heure de grande écoute sur M6. Beaucoup de foyers sont donc convaincus que Michael était un monstre et sont bien sûr convaincus qu'ils ont la bonne version de l'histoire. Mais heureusement, on arrive à une ère où grâce à Internet, la population peut s'informer ailleurs. Michael avait littéralement cassé Internet le jour de sa mort et il n'y aura sûrement qu'Internet pour lui rendre une vraie justice, pour mettre enfin la lumière sur les vraies raisons derrière sa mort. Comprendre ce qui a précipité sa mort permet de comprendre à quel point le mal est enraciné dans notre monde, à quel point les médias sont eux aussi impliqués dans ces horreurs. Michael avait foi quant à un changement. Et le changement commence donc à arriver. Ils ne peuvent plus contrôler complètement l'information. Les masques vont finir par tomber petit à petit. Je suis si bénie et heureuse de pouvoir témoigner de tout ça aujourd'hui. Et je me dis que Dieu m'a fait traverser tout ça pour une raison. Dans tout son héritage musical, Michael n'a cessé de répandre de l'amour et de la joie. Et c'est l'élément le plus important à retenir, parce qu'il n'y a que l'amour qui pourra mettre un terme à ce règne sournois et obscur. Mais dans ses musiques, Michael n'a pas oublié de nous envoyer des messages sur le système de l'ombre corrompu à combattre. De la même manière que Justin Bieber et Rihanna, comme on a pu le voir dans la dernière vidéo, Michael nous a envoyé des messages plus ou moins cachés et d'une très grande importance qui prennent tout leur sens aujourd'hui à travers son art. Et l'une des premières fois qu'il l'a fait, c'était pour son album Dangerous, qui est sorti en 1991. Donc 2 petites années avant que toute l'affaire Chandler ne lui tombe dessus. Vous allez voir, rien qu'avec cette pochette d'album, Michael a exposé absolument tout ce qu'on vient de développer. Alors pour conclure cette